Expatrié. Nom, adjectif. Vient du grec exo et patrida. Se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien. Should I stay or should I go? C'est LA question à 1 million. La question un peu marécageuse dans laquelle se trouve bon nombre d'expatriés aujourd'hui. Et comme on l'a vu, c'est finalement pas une question si récente. Dans l'épisode précédent, on a discuté des raisons de rester. Raisons que l'on contrôle ou non d'ailleurs. Et pour rentrer alors? De la simple idée au fait de tout remballer et de partir. Comment ça se passe? À quelle vitesse peut-on changer de plan et tout plaquer? Et si finalement, on ne cherchait pas juste à rentrer, mais surtout à changer de vie? Dans ce 3e et dernier épisode de Should I Stay or Should I Go, je vous propose de réfléchir ensemble et avec plusieurs expatriés de ce retour. On discutera aussi avec Valérie Bohin, qui est créatrice du podcast Ciao Paris, de la tendance actuelle au changement de vie. Et on s'entretiendra également avec Marine Michelet, qui est coach de vie pour les expatriés. Elle partagera des conseils concrets quand l'idée d'un retour vient envahir nos pensées. Mais avant toute chose, je me dois d'être transparente avec vous. Au moment où j'ai eu l'idée de cette série, que j'ai commencé à l'écrire et à l'enregistrer, le simple fait de vouloir rentrer en France me faisait mal, me rendait triste. Non pas que j'étais triste à l'idée de rentrer en France, non, mais parce que je savais que ce ne serait pas facile, que cela n'impliquait pas que moi, et surtout car je ressentais cette urgence absolue de rentrer serrer mes proches dans mes bras, d'aider mon petit garçon à tisser des liens avec ma famille, à passer du temps ensemble, à les connaître tout simplement. Je réalise la chance et le privilège que j'ai eu de pouvoir rentrer, passer quelques semaines en France cet été, après ces 2 ans loin du pays. Et s'il n'y a pas de hiérarchie dans la douleur, je sais que cette aubaine ne fut même pas une possibilité pour bon nombre de Français établis à l'étranger, et ce tout autour du monde, alors je pense très fort à elles et eux. Alors je le disais, je me dois de vous le dire, de vous l'expliquer. Si je reste convaincue qu'à terme, ma vie est en France, je veux que ma famille y soit établie, après 5 semaines passées là-bas, je suis heureuse de rentrer chez moi, à Boston, dans ma maison et dans la vie que j'y ai construite au cours des 10 dernières années. Je me sens effectivement en décalage sur pas mal de points avec mon pays d'origine. Et je ne juge absolument personne. Je me souviens des mots d'Arnaud Maintré, le consul général de France à Boston, dans le premier épisode de cette série, qui me disait que le pays que j'ai quitté il y a plus de 10 ans n'est plus. Qu'il existe bien entendu, mais qu'il a beaucoup changé. Oui, mais je réalise que moi aussi j'ai évolué en fait. Beaucoup, en profondeur. Je veux rentrer, mais je suis plus sûre de savoir pourquoi. Est-ce que vouloir rentrer pour sa famille, c'est suffisant? Oui, suffisant au sens où j'ai le droit de rentrer pour ce que je veux, bien sûr. Mais est-ce suffisant pour que j'ai envie d'y rester pour de bon? Alors voilà où j'en suis aujourd'hui. Je vous propose de commencer ce tour d'horizon avec Valérie Bohin, la créatrice du podcast Ciao Paris. Elle aussi, elle a voulu quitter sa vie parisienne pendant plusieurs années, sans vraiment parvenir à le faire, et elle vient enfin de réussir à franchir le pas. Elle nous raconte. Je m'appelle Valérie Bohin et je suis podcasteuse depuis 1 an. Je suis la créatrice et l'hôte du podcast qui s'appelle Ciao Paris, que j'ai lancé en juin l'année dernière pour m'aider à quitter Paris. J'avais depuis plusieurs années ce projet que je n'arrivais pas à réaliser. Et surtout, je n'arrivais pas à le réaliser, mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi ça fonctionnait pas et pourquoi... Quand on a choisi, par exemple, Montpellier, qui était, tu vois, notre 3e ou 4e projet qu'on a abandonné, j'arrivais pas à comprendre pourquoi ça fonctionnait pas, pourquoi finalement ça tombait toujours à l'eau. Et en fait, en téléphonant à des personnes qui étaient parties pour essayer de dénouer mon sac de nœuds, déjà moi ça m'a beaucoup aidée. Et puis j'ai entendu des témoignages qui m'ont vraiment donné envie de les partager. Je sentais aussi que j'avais besoin de me réinventer, pas que géographiquement, professionnellement aussi. Et je me suis essayée au podcast. Tu me le disais, Ciao Paris, c'est et une renaissance et une quête personnelle. Spoiler, là, tout de suite, tu ne me parles pas de Paris. Tu viens de partir? Et non, je viens de partir. J'ai emménagé mercredi dernier. Tu nous parles d'où? À Toulouse. Et voilà, et donc là, je te parle depuis mon salon, dans lequel il y a pêle-mêle... un canapé à peu près installé, un lit en construction, des cartons déballés et non déballés. Voilà, 1 an après avoir lancé Ciao Paris, j'ai quitté Paris, moi aussi. Mon intro de Ciao Paris, quand j'ai commencé, c'était je vais à la rencontre de ceux qui vivent ce que je rêve de faire. Et là, aujourd'hui, depuis l'épisode qui est sorti vendredi dernier,
Ça a changé et aujourd'hui, je dis que je vais à la rencontre de ceux qui vivent ce que je viens tout juste de faire. Enfin, quitter Paris. Et bravo. Mais merci. Comment est-ce que tu te sens d'avoir réussi du coup quelque chose en fait que tu essayais de réaliser depuis longtemps. Est-ce que tu as compris pourquoi tu n'arrivais pas à partir avant ? Ouais. D'abord, moi, je suis pas... Tu sais, tu as des gens qui n'ont pas peur de l'inconnu. Moi, je suis pas comme ça. J'ai toujours besoin, tu vois, d'avoir des plans B, des plans C, d'aménager les choses. Je suis pas... Tu vois, je me suis aperçue en faisant les interviews de Ciao Paris que tu avais la team aventurier, tu vois, comme Anaïs Préto, la fondatrice de Live Mentor. Pendant le confinement, elle se dit, bim, on va à Aix. 6 semaines après, c'est parti. Tristan, qui est parti à Lorient, c'est pareil. Un jour, ils sont à Lorient en vacances avec sa femme, qui lui dit « Oh, j'ai pas envie de faire la rentrée à Paris en septembre. » Ils sont avec leur carton dans leur nouvel appart, dans le centre-ville de Lorient. Moi, je fais pas partie de cette équipe. Donc, t'as la team aventurier et puis t'as la team des prudents, dont je fais partie. Moi, je pense que mon frein principal, c'était que je ne voulais pas aller vivre dans un endroit où je ne connaissais personne. Je l'ai pas compris tout de suite. J'ai compris, j'avais d'autres freins, notamment professionnels, qui est, je pense, le frein principal des Parisiens aspirant à vivre en région. Mais c'est vrai que un de mes freins principaux, c'était ça. C'était de vouloir vivre dans un endroit où je pense que j'avais déjà un réseau amical, professionnel, familial. Et Toulouse, ça s'est décidé un peu... non, ça s'est pas décidé un peu. Toulouse, ça s'est décidé parce que ma sœur m'a dit « Valérie, je vais aller vivre à Toulouse ». Et ma sœur et moi, on est vraiment très très proches. On est 3 sœurs et on est vraiment extrêmement liées. Et là, je me suis dit, mais ok, je viens. Et donc, on s'est dit à ce moment-là, pourquoi pas. Donc, on est allé passer au mois de février 2 semaines dans la région, en Haute-Garonne, 1 semaine dans la région de Toulouse, où on a un peu sillonné les villages autour, et 1 autre semaine dans les Pyrénées, et vraiment gros coup de cœur pour les Pyrénées. Et là, on s'est dit, à l'issue de ces vacances, ok, ça peut vraiment être là. Je ne pars pas de zéro, et je pense que c'est ce qui a aussi rendu possible ce move. C'est qu'à cet endroit-là, j'avais besoin d'être sécurisée, et voilà. Et donc, ça m'a apporté la sécurité dont j'avais besoin pour bouger. Tu vois, c'est Cécile, dans l'épisode 2, qui, elle, a déménagé à Tours, qui disait que ce changement, que pour faire ce move géographique, il faut avoir un socle qui te sécurise. Parce que sinon, c'est pas possible. Tu peux mettre même en péril ton projet. Et c'est un atterrissage, ça se fait jamais, tu vois, cet atterrissage-là géographique. Peut-être que toi aussi, tu peux en témoigner. Ça se fait jamais sans quelques zones de turbulence, tu vois, parce que t'emmènes tes problèmes avec toi. Alors après, la bonne nouvelle, c'est que justement, ce changement de cadre, ça peut te permettre de les aborder autrement. C'est important d'identifier les zones à sécuriser pour soi. On n'a pas tous les mêmes. Et d'apporter la sécurité dont on a besoin. Passionnant. Les gens qui t'écoutent, c'est tous des Parisiens malheureux ? Alors malheureux, je dirais pas comme ça. 85% d'audience en région parisienne et le reste en province. Alors, je comprends bien que tu es écouté beaucoup par des Parisiens ou des futurs ex-Parisiens, mais j'ai l'impression que finalement, en t'écoutant, tu vas dire, voilà, je suis plus à Paris, j'apprécie beaucoup ton podcast. Ce qu'on écoute, ce qu'on en apprend, ça peut s'appliquer finalement à tout le monde, à tous ceux qui sont peut-être en attente ou qui cultivent peut-être le fantasme de faire le grand saut. Peu importe en fait qu'est-ce que va être ce grand saut, ça peut être un changement de mode de vie, ça peut être, je sais pas, passer de la ville à la campagne, ça peut être, limite, ça peut être une reconversion, ça peut être partir à l'aventure en famille, ça peut être vivre au plus près de la nature, comme on l'a vu, je me souviens avec aussi les tiny house. Enfin, est-ce que tu peux me parler un peu justement de à qui est-ce qu'il s'adresse finalement ce podcast ? Initialement, j'imagine que c'était pour les futurs ex-parisiens et que la portée et l'ambition du projet a peut-être grandi à mesure que ça avançait. Oui, Ciao Paris, c'est un changement géographique, mais en réalité, c'est bien plus. Enfin, c'est ça, moi, qui m'a donné envie de lancer ce podcast. C'est que en entendant dans les conversations téléphoniques que j'ai pu avoir
avant le lancement avec tous ces ex-parisiens et parisiennes, j'ai entendu des histoires de ras-le-bol de Paris, etc. Mais c'était presque anecdotique par rapport à tout ce qui se passait dans leur vie à côté. Eva, dans les épisodes 19 et 20, elle a fait plusieurs fausses couches qui l'ont beaucoup fragilisée. Et elle qui adorait Paris, dans laquelle elle a grandi, dans laquelle elle a élevé ses enfants, tout à coup était dans une telle fragilité qu'elle s'est fait écraser, en fait, par l'hyperconcentration de la ville. Toi, est-ce que tu te sens posée? Est-ce que tu te sens arrivée quelque part? Est-ce que tu te sens chez toi, à là aujourd'hui où tu es à Boston? Je me sens chez moi, mais je veux plus être chez moi. Je veux plus être là. C'est un peu bizarre parce qu'en fait, tu vois, moi en plus, j'ai grandi, j'ai déménagé tous les 2-3 ans, toute ma vie. J'ai déménagé plus d'une vingtaine de fois. Boston, en fait, c'est la ville dans laquelle j'ai vécu le plus longtemps de toute ma vie. Donc, d'une certaine manière, je me sens chez moi, si tu veux. Enfin, j'ai jamais eu ça en grandissant, à part en Bretagne quand j'y allais en vacances. Mais le fait de connaître, tu vois, tous les commerçants, j'ai vécu dans mon précédent appart pendant 7 ans, j'ai jamais vécu aussi longtemps nulle part d'autre. Donc, ouais, c'est un sentiment très, très mitigé, très particulier et je sais pas trop quoi en faire, en fait, actuellement, de ce sentiment. c'est pas évident. Est-ce que tu as le mal du pays? Ah oui, oui, clairement. Enfin, en fait... Ouais, j'ai l'impression, mais comme j'avais cette impression, du coup, j'essaye d'être vigilante, tu vois, là-dedans. J'avais l'impression, quand je suis arrivée initialement aux États-Unis, que la vie était plus simple aux États-Unis. Mais comme je pense, on a tous cette impression, en fait, quand on arrive dans un nouvel endroit. Comme tu dis, en fait, t'abordes ta vie d'avant avec un angle différent. Donc, tu mets une certaine distance et les choses t'atteignent pas de la même manière ou t'atteignent même peut-être pas tout court. Là, j'essaie d'être vigilante à ça parce que je sais que c'est un peu l'ordre du fantasme de se dire que la vie est plus simple en France. Et puis, il y a plein de choses que j'ai quittées avec plaisir de France, tu vois, que je retrouve pas avec... Enfin, au bout d'un mois en France, je suis contente de rentrer chez moi, tu vois, à Boston. Mais en fait, je sais pas, j'ai l'impression que mes racines me rattrapent, tu vois. Non, mais c'est intéressant. Je comprends, du coup, en fait, la recherche, la quête globale, en fait, c'est une recherche de sens. Et après, chacun, en fait, a sa définition du sens qu'il veut donner à sa vie. Mais qu'est-ce qui fait qu'en fait, certaines personnes arrivent à passer à l'action dans les 25-26 épisodes que tu as déjà produits? Quelles sont les grandes leçons, en fait, peut-être que tu saurais en tirer? Alors, d'abord, rien ne vaut... tu vois, tu m'avais demandé... qu'est-ce que tu aurais aimé savoir, enfin tu vois, qu'est-ce qui t'aurait fait gagner du temps? C'est difficile parce que rien ne vaut l'expérience. Enfin tu vois, il n'y a pas un mode d'emploi. Moi, quand j'ai lancé Ciao Paris, quand on a abandonné le projet de Montpellier et que j'ai appelé, je me suis dit, attends, je vais me faire une liste de gens qui sont partis, je vais les appeler, c'est quoi le mode d'emploi? Merde. Ouais. Il n'y a pas de mode d'emploi. Bon, bah ok, très bien. Le premier conseil important, c'est d'être en capacité d'identifier son désir. Vraiment. Tu vois, et Fabienne Kramer, elle m'avait posé une question dans l'épisode numéro 5 sur les bonnes questions à se poser avant de quitter Paris. Valérie, dans 5 ans, dans un monde idéal, toi, toute seule, sans contrainte, zéro, tu vois, t'es où, tu fais quoi? Et là, 10 minutes de blanc. Et les jambes qui tremblent, tu vois. Parce que à ce moment-là, j'étais pas en capacité d'identifier vraiment mon désir profond. Et ça, elle l'attribue à l'hyperactivité de la ville, tu vois, qui fait que à aucun moment tu as des espaces mentaux où tu peux flâner, des espaces de rien, tu vois, qui laissent justement émerger ce qu'il y a au fond de toi, qui laissent cet espace, tu vois, pour voilà. Premier conseil, c'est laisser de la place à rien ou à quelque chose qui va être de l'ordre du pur plaisir. Par exemple, c'est Claire Desmarques-Poirier, dans son livre qui s'appelle Exode urbain, qui est paru chez Terre Vivante, qui appelle ça un carnet de rêve. Mais en fait, moi, j'avais un carnet de rêve sans savoir que c'était un carnet de rêve. Tu vois, mais je trouve que l'appellation est vraiment très jolie. C'est clair, là. Et en fait, j'avais un carnet dans lequel, pêle-mêle, je faisais de temps en temps des collages, ou de temps en temps j'écrivais, ou juste je gribouillais, ou je dessinais, ou même c'était un carnet dans lequel j'ai retrouvé, si tu veux, tous les ingrédients de Ciao Paris aujourd'hui, je les ai retrouvés. Alors que j'avais l'impression de les avoir inventés après, tu vois. Mais en retournant dans ce cahier, le côté chaleureux de la rencontre,
ce côté optimiste mais réaliste, toutes les petites bulles sensorielles, tu vois, tous les petits sons que je vais rajouter après pour habiller l'interview et tout ça, ça y était déjà dans mon carnet en fait. Et je l'ai vu, je l'ai redécouvert des mois après. Je me disais, oh, mais c'est incroyable en fait. J'avais déjà, tu vois. Donc en fait, on a les graines en nous. C'est juste, il faut se laisser cet espace-là, recréer de l'espace, pousser les murs de la ville pour se laisser de la place. Ça, c'est vrai que c'est deuxième conseil vraiment très important. Troisième conseil très important, et c'est un peu ce que je disais en début d'interview, c'est d'apprendre vraiment à identifier les endroits où on a besoin d'être sécurisé et de chouchouter ces espaces. Il faut vraiment écouter cette petite voix qui dit « j'ai peur », ou qui dit « ah là là », les petites voix des croyances limitantes, la petite voix ou même des envies, des aspirations, des rêves. Moi, j'ai vachement tendance à me dire « ah bah non, mais ça, c'est pas pour toi ». Et c'est vrai que l'interview avec Aurélie Delahaye, ça m'a fait un bien fou parce qu'Aurélie, c'est une utopiste. Tu vois, elle a écrit 2 bouquins, dont un qui s'appelle « Embrasser l'inconnu », où elle raconte comment elle a quitté Paris et où justement, elle a complètement déconstruit, elle a cassé tous les codes de son quotidien pour se réinventer complètement et finalement, parce qu'elle savait plus qui elle était et donc c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée. Mais elle avait besoin de ça. Tu vois, elle a compris que ce qui l'entravait, c'était de rester dans un espace où sa mère était pas loin, où ses amis étaient proches. Elle avait besoin de partir à l'étranger, tu vois. Donc son premier move, ça a été Lisbonne, Berlin, où elle a vécu 3 mois, où elle a bougé beaucoup au début, tu vois. Moi, le frein sur lequel j'ai dû, tu vois, vraiment être attentive, c'était le fait d'aller dans un endroit où je connaissais déjà du monde, où j'avais déjà une base d'accueil, et notamment aussi parce que j'ai 2 enfants, et je trouvais que, tu vois, c'est tout bête, mais j'ai donc un peu de famille ici, et j'ai aussi une amie que je connais depuis très longtemps. Ce week-end, elle m'a proposé de garder les enfants 2 jours pour qu'on puisse défaire les cartons tranquillement. C'est précieux. Tu vois, quand t'arrives quelque part et que t'es accueilli, ça change tout. Moi, ce que j'ai appris à faire, c'est à écouter cette petite voix, à la fois celle des peurs, mais aussi des envies, à ne pas la rabrouer ou à la minimiser et à lui laisser de la place pour organiser vraiment mon départ dans les meilleures conditions pour moi. Et le troisième conseil, c'est attention au côté instagrammable du nouveau départ, parce que lors des atterrissages, il y a toujours des zones de turbulence et il faut apprendre à les gérer parce qu'on laisse pas ses problèmes derrière soi. Hein, l'herbe est pas forcément plus verte ailleurs. Il y a des choses qui vont bouger et qui seront mieux, tu vois, qu'on va chercher parce que elles sont mieux pour nous. Plus de nature pour les uns, un plus grand espace de vie pour les autres, l'accès à des plaisirs gratuits, voilà. Mais on retrouve ces problèmes devant sa porte. Dès que le réel revient, tu vas passer la phase de lune de miel, on retrouve ces problèmes et on doit continuer à les gérer. Alors après, je me répète un peu par rapport à tout à l'heure, mais c'est vrai que ce changement de cadre peut permettre aussi de les aborder autrement. Et c'est là où il y a quelque chose d'intéressant aussi d'un point de vue travail perso, tu vois. Trop bien. Écoute, c'est des conseils concrets tout ça et c'est super intéressant. J'invite en tout cas tous les auditeurs à aller faire un tour du côté de Ciao Paris parce que voilà, moi ayant quitté Paris il y a plus de 10 ans, c'est un podcast qui m'apporte encore beaucoup en fait et qui nourrit ce questionnement auquel je fais face. Merci Anne-Fleur, c'est gentil. Et qui apporte quelques réponses, donc même pas mal de réponses. Donc merci beaucoup. Merci à toi. Alors il y a quand même une tonne d'enseignements passionnants qui ressortent de cet entretien avec Valérie. Cette histoire de socle de sécurisation dans un premier temps, c'est un truc que j'aimerais approfondir. C'est quoi le vôtre ? Pour moi, je pense que c'est ma famille immédiate, mon mari et mon fils, mais aussi la proximité géographique du reste de ma famille, mon frère, mes sœurs, mes parents. Le reste m'importe assez peu finalement. Un autre truc qu'a dit Valérie qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'on a les graines en nous, qu'il faut se laisser de l'espace pour les faire grandir. Ah et
le côté instagrammable du nouveau départ. Je suis tellement d'accord avec ça. Et c'est d'ailleurs ce que je cherche à montrer avec French Expat. L'expatriation, c'est pas que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. C'est difficile aussi parfois. C'est la vraie vie en fait. Bon allez, on continue avec Julie, expatriée française établie dans le Tennessee aux États-Unis, qui nous raconte son questionnement. Comment vivre sereinement à l'étranger quand on est enfant unique ? Qu'on ne se sent plus complètement en phase avec le pays dans lequel on vit, alors que c'est là où on a tout construit, y compris sa famille. Mes ressentis vis-à-vis de l'expatriation qui ont beaucoup changé avec l'épidémie, avec les élections aux États-Unis et tout. Et je pense que ça a touché tout le monde, ça dans tous les cas. Et du coup, je me posais beaucoup de questions. J'ai une autre Française expatriée qui s'est expatriée en même temps que moi ici, qui avait ces mêmes ressentis. Mais j'avais pas cette impression, en parlant à d'autres gens sur Instagram. Je savais qu'il y avait une ou deux personnes qui devaient rentrer de leur expatriation, mais après le reste, j'avais pas l'impression que les gens avaient ce ressenti. Et donc du coup, je me posais des questions. Je me disais, est-ce que c'est moi, il y a quelque chose qui va pas? Et je me posais beaucoup de questions. Donc du coup, je me suis dit, bon, je vais poser la question sur Instagram et pour voir les ressentis. Et là, justement, j'ai été super surprise parce que j'étais pas la seule. En fin de compte, il y avait pas beaucoup de gens qui m'ont répondu en me disant non, moi je veux rester aux États-Unis, ça change rien et je veux vivre ici, sûrement vivre ici jusqu'à la fin de mes jours. Mais au contraire, j'ai eu beaucoup d'expatriés qui sont venus me parler en me disant on rentre, nous c'est prévu. Ou je me posais même question que toi. Donc du coup, c'était intéressant et c'était rassurant aussi parce que quand tu te poses des questions sur l'expatriation, c'est pas comme tu sais quand tu déménages du sud de la France à Paris où tu peux facilement redescendre. Tu le vois plus comme c'est un gros déménagement, c'est définitif et puis c'est plus comme un échec aussi où tu te dis mince, je me plais pas ici. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, tu vois? Est-ce que c'est Je pense qu'on met tellement d'enjeux à partir et puis ça implique tellement de personnes autour de nous aussi, tu vois, ça implique la famille et tu leur fais... Ça change pas que notre vie, quoi. Ça change la vie de notre entourage en même temps. Et du coup, tu pars aussi dans une optique. Enfin, moi, quand je suis partie la deuxième fois, c'est que j'avais eu mon master en France et je trouvais pas de boulot. Donc, tu vois, déjà, il y avait ce côté un peu, mince, tu vois, j'ai fait tant d'études et puis je trouve pas de boulot. Donc, du coup, je suis partie aux États-Unis faire un autre master. Et pour moi, c'était un renouveau, tu vois, c'était une nouvelle aventure, refaire un truc de neuf. Et moi, après l'expatriation, j'ai pas eu une expatriation très rose comme beaucoup de gens, mais même si j'ai eu la galère, j'ai eu beaucoup de galères et tout, me suis quand même battue pendant plusieurs années pour y arriver. Et aujourd'hui, j'arrive aussi à avoir un boulot que j'aime et tout, mais je me plais plus. Et je me retrouve plus en fait. C'est pas que je me plais plus, j'aime quand même ma vie, tu vois, il y a plein de choses que j'aime, mais je me retrouve plus ici. Donc je me dis mince, tout ce que j'ai laissé tomber en fait en France, même si sur le moment venu quand tu pars, tu laisses pas tomber des choses, tu vois, tu pars juste à ta prochaine aventure, mais t'as tellement impacté la vie des gens avant et puis ta vie est complètement changée. T'as arrêté tout ce qui se passait en France en fait. Donc tu te dis, mais cette étape, en fait, est-ce que je vais devoir tout abandonner encore? Tout abandonner pour revenir en France et repartir de zéro, en fait. Donc, du coup, je pense que c'est pour ça que tu le vois comme un échec. C'est plus, tu repars de zéro encore pour quelque chose. Donc, ça veut dire que tu n'as pas réussi l'étape avant dans ta vie, quoi. Je pense que c'est complexe, mais je pense que c'est le ressenti quand tu es expatrié parce que c'est deux vies parallèles, en fait. Surtout pour nous aux États-Unis où les gens qui vivent... en Australie ou vraiment très loin, tu vois, Australie, Amérique, tu fais pas un petit déménagement, quoi. Tu prends pas le camion et tu ramènes tout à la maison, tu vois, c'est lourd, quoi. Tu laisses tout, tu dois tout vendre, tu dois tout laisser pour recommencer à zéro, quoi. Quelles sont les raisons de tes doutes là actuellement? Donc je comprends que la pandémie t'a fait réfléchir à des choses, mais qu'est-ce qui ferait du coup là que tu plaques tout et que tu rentres? Bon, à part la distance avec la famille qui, tu vois, pendant la pandémie, c'est ce qui a vraiment fait réagir, quoi, parce que tu te dis, je peux pas rentrer comme je veux, si mes parents sont malades ou si quelque chose arrive, qu'est-ce que je vais faire? Pour moi, il y a eu deux facteurs. Il y a déjà eu le côté mentalité américaine, qui avant ne me dérangeait pas plus que ça, et je pense qu'on a été assez protégés aussi en début de... Quand tu arrives en tant qu'étudiant aussi, t'étais vachement protégé, tu travailles pas vraiment, t'étais vraiment là pour le fun un peu, tu vois, même si tu connais les galères, mais
c'est vraiment différent. Et puis au cours des années, quand en plus tu as ta nationalité, tu rentres plus dans les problèmes de la vie courante. Et donc, moi, par exemple, la politique, alors je déteste la politique, aux États-Unis encore plus. C'est très marketing et pour moi, ça me dépasse complètement ce côté marketing qui veut faire croire tout à tout le monde. Et en fait, la réalité, c'est vraiment pas pareil. Donc ça, déjà, ça m'a donné un gros coup. Par exemple, un bon exemple, c'est qu'on a vraiment galéré quand on était à Portland. Moi, j'ai jamais pu avoir de boulot à plein temps. Enfin, j'en ai eu, mais ça a été très rare sur mes 6 ans à Portland d'avoir un boulot plein temps avec une assurance. J'ai aussi perdu mon travail, donc j'étais au chômage. Et on était dans un État très, très démocrate. Et tout ce qui est Obamacare et tout, nous, en fait, on était trop riches parce que le minimum wage, le SMIC, dans ces États est très haut. Et donc, mon mari, qui touchait le SMIC, donc vraiment rien qui pouvait nous faire vivre à deux, en fait, il était trop haut, parce qu'il était trop haut par rapport à la norme nationale. Donc, du coup, par exemple, on m'a proposé l'assurance pour pouvoir toucher Obamacare et pas payer 300 ou 400 dollars par mois d'assurance, de divorcer avec mon mari pour pouvoir toucher. Donc oui, il y a des côtés vraiment positifs dans ce qu'ils ont fait, mais il y a aussi des côtés très négatifs qui coulent des gens qui ont pas d'argent, quoi, qui galèrent. Donc, du coup, moi, c'est cette naïveté plus du côté, ils voient les politiciens comme des héros et ils voient pas les gens comme des politiciens, ils voient des gens comme ces politiciens comme des héros, comme des gens merveilleux et fabuleux et puis je me dis mais ils voient pas les côtés ils voient pas les côtés négatifs du tout. Ils ont une obstruction complète et ils sont pas réalistes sur beaucoup de choses. Et ça, moi, ça me choque. Je suis assez réaliste sur beaucoup de choses. J'aime voir tous les points de vue, le point de vue positif, négatif. Et j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qu'aux États-Unis, ils voient que le négatif, ou ils voient que le positif. Voilà, en fait, où les gens sont riches et puis ils voient que le bon côté et puis ils s'en foutent complètement des gens qui sont pauvres. En fait, ils disent ah ouais, il faut aider les pauvres, mais en fait, ils s'en foutent complètement. Je sais qu'en France, on râle beaucoup, mais j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus réaliste sur les situations économiques et sociales, quoi. Donc du coup, ta première raison, c'était tu te retrouvais pas en fait, tu te retrouvais plus dans la vision de la société américaine, même si ça reste quand même, et je pense que tu es d'accord avec moi, après 11 ans ici, difficile de dire qu'il y a une vision globale vu tous les contrastes qu'il y a dans le territoire américain quand même. Ah oui, non, totalement. Puis nous, ça nous a, tu vois, honnêtement, je serais restée dans le Tennessee toute ma vie, j'aurais sûrement un avis complètement différent, quoi. Je pense que c'est en partant à Portland, je pense que ça m'a vraiment ouvert les yeux parce que j'ai vu des côtés vraiment négatifs aussi, quoi. J'ai vu tout le côté raciste qui est pourtant dans le Sud, on en parle, tu vois, on dit le Sud c'est raciste. J'ai vu des choses à Portland, moi en étant blanche et en le voyant vraiment, c'était choquant, quoi. Puis la xénophobie aussi. T'as vécu la xénophobie en tant qu'étrangère aux États-Unis ? Ah oui, à Portland, ouais. À Portland, hein, pas ailleurs. Et à nouveau, corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que tu as plus de raisons de quitter les États-Unis que de rentrer en France. En tout cas, de ce que tu me dis, c'est que tu veux quitter les États-Unis, mais pas forcément rentrer en France, en fait. Dans mes notes, je l'ai écrit comme ça. Je sais pas si c'est comme ça que je dois le dire, mais que tu avais le complexe de l'enfant unique et que c'était difficile, en fait, à long terme, de te projeter, en fait, sur le fait d'être loin, en étant le seul enfant de tes parents, que tes parents restent en France. Est-ce que je dis des bêtises ? Je veux pas mettre de mots dans ta bouche. Non, pas trop, parce que en fait, c'est ça, quand tu pars en 20 ans, tu penses pas à ça. Puis, tu penses pas à ça parce que tu te dis, comme tout enfant, tu vois, t'es là, mes parents, ils vont mourir dans 50 ans, tu vois, dans trop longtemps, tu vois, c'est trop, trop loin. Mais plus tu te rapproches, après, moi, j'ai beaucoup de chance, j'ai des parents qui sont en très, très bonne santé, et voilà. Mais plus tu avances aussi avec les années, puis tu vois les amis, et puis il y a des maladies comme les cancers, tu vois, ça touche beaucoup de proches et tout, et en étant loin, moi je suis finique, donc je sais, j'ai de la famille, on est une famille qui est très très proche en France, et que si jamais il y a un souci, je sais qu'il y aura toujours quelqu'un avec mes parents et que il y aura quelqu'un pour aider. Mais moi en plus, par exemple, du côté de mes cousins, d'un côté j'ai mon cousin Germain qui a le même âge que moi, mais de l'autre côté ils sont beaucoup plus vieux que moi. Les générations sont décalées, donc du coup je me dis, dans 20 ans,
est-ce qu'il y aura quelqu'un, tu vois, pour aider mes parents s'ils en ont besoin? Moi, je vois ma grand-mère qui vit toujours chez elle. Ma mère va l'aider, ma tante va l'aider, mais est-ce qu'il y aura quelqu'un pour mes parents, tu vois, dans 20 ans, s'ils veulent rester chez eux et qu'ils ont besoin juste d'aide pour faire les courses ou les trucs comme ça? Donc, quand t'es enfant unique, ça te fait réfléchir à beaucoup de choses aussi, quoi. Parce que tu veux être là pour tes parents, mais du coup, quand t'es expatrié... Et puis nous, on est tellement loin que... Là, on l'a vu pendant la pandémie, quand ils nous ont bloqué les retours. Comment tu fais, quoi? Si le prochain président ou quelque chose comme ça bloque les retours de certains expatriés ou qu'il y a on a une autre pandémie ou un truc comme ça, tu fais comment? Tu vois, si tu peux pas rentrer pour aller aider tes parents ou quoi que ce soit. Donc ça aussi, je pense, ça fait vachement réfléchir, quoi, parce que tu vis ta vie comme tu la veux, mais il faut aussi penser aux autres, quoi. Enfin, tes parents étaient là pour toi. Enfin, pour moi, j'ai eu de la chance. Mes parents étaient là pour moi dans toutes les étapes de ma vie. Tu vois, j'ai pas trop envie d'être là. Bon, allez, salut. Vous débrouillez maintenant. Comment ça se passe? Parce que ton mari est local, enfin, il est pas français, donc en fait, rentrer pour toi, ça veut dire partir pour lui. C'est pas du tout la même, c'est pas du tout la même démarche, en fait, la même approche, même psychologique. Comment est-ce que vous en parlez et comment est-ce que vous vous situez par rapport à ça en tant que couple? Enfin, on n'en parle pas tellement. Enfin, lui, il sait que de me dire, tu fais ce que la vie te dit de faire, quoi. Tu vois, avance. Après, c'est compliqué parce que lui aussi, il a des parents qui sont ici et qui vieillissent et qu'il faudra être là à un moment ou un autre. Donc c'est pas. Il est vraiment... enfant unique aussi? Non, il a une sœur, mais qui vit à Washington DC et elle, je pense qu'elle reviendra jamais vers ici. Donc c'est vraiment lui qui a ce rôle de. Mais voilà, ouais, c'est. Après, moi, c'est des choses compliquées, c'est des choses à considérer aussi. Après, moi, j'ai la chance, j'ai pas d'enfant. Donc, c'est déjà quelque chose où j'ai une perspective différente. Après, au sens où tu te sens plus libre, tu veux dire ou... Ben c'est ça, t'es pas bloqué. Surtout quand tu es expatrié, que tu as des enfants ici aux États-Unis, tu peux pas rentrer avec tes enfants comme tu veux, quoi. À part si ton mari vient avec toi, bien sûr, si tu décides. Mais si jamais tu décides de partir et que ton mari veut pas partir, et ben les enfants, ils partent pas avec toi. Ils doivent rester sur le sol américain. Donc pour moi, j'ai pas cette contrainte à me dire... dans tous les cas, je dois rester, je dois faire ce qu'il veut. Après, je pense qu'on est des générations aussi où, tu sais, quand tu demandais ça il y a 20 ans, tu fais ce que le mari veut, quoi. Aujourd'hui, on est des générations où je pense que chaque personne, chaque individuel peut prendre ses propres décisions et travailler ensemble sur... je pense qu'on est assez libre au jour d'aujourd'hui pour vivre la vie qu'on veut et pas se restreindre au choix des autres et être bloqué, être triste toute sa vie, quoi. Si t'es pas heureux dans une expatriation. C'est marrant parce qu'on a exactement la même durée d'expatriation aux États-Unis, toi et moi. Moi aussi, ça va faire 11 ans. Et moi aussi, je suis avec un Américain. J'ai une question. Qu'est-ce qui, du coup, ferait pencher la balance? Parce qu'en fait, tu vois, de toutes tes recherches, j'ai l'impression que ce questionnement, tout le monde l'a. Mais finalement, j'ai l'impression qu'une partie infime qui, nous, puisqu'on a envie de regarder l'autre côté de l'océan, on a l'impression qu'il n'y a que ça. Mais une partie infime, finalement, arrive à passer à l'action ou à être en paix avec sa décision de rester. Mais tous les autres, en fait, au milieu, pourquoi, à ton avis, ils passent pas soit à l'action, soit se résigner, ça paraît un peu négatif, mais ou est-ce que tu vois, enfin, voilà, ils sont en paix, ils sont contents, ils sont ravis de leur choix, en tout cas pour le moment. Et donc, plus spécifiquement, toi, qu'est-ce qui te ferait passer à l'action? C'est assez dur. Et ouais, pas passer à l'action, je le comprends tout à fait. C'est que tu te demandes si est-ce que la vie est vraiment meilleure là-bas qu'ici, quoi. On risque d'idéaliser à force de vouloir rentrer sans le faire ça. Aussi. Est-ce que ça va être mieux? Est-ce que quand je vais rentrer, je vais pas le regretter? Et puis souvent, quand tu rentres, les gros déménagements, tu le refais pas un mois après, quoi, tu vois. Honnêtement, je saurais même pas te répondre sur passer à l'action parce que je pense que c'est une préparation. Il faut se préparer avant ou c'est un coup de tête où tu pètes un plomb et un coup de tête. Tu fais tes valises et tu fais tes valises et tu te casses. Mais ou sinon c'est du préparer. Tu vois, style, tu demandes à ton boulot. Enfin, tu prépares sur du long terme, quoi. Ou tu trouves un boulot ou quelque chose comme ça, mais où il y a quelque chose qui se passe de très mal ici et que voilà, tu décides, ça te pousse et c'est le facteur. Ou si quand tu as une vie qui est bien, qui va, parce que moi ma vie elle est bien quand même ici, tu vois, j'ai un bon boulot, j'ai une maison. Maintenant aujourd'hui j'ai une bonne vie, mais je sais pas vraiment s'il y aurait un facteur
À part un problème avec mes parents, là, c'est clair, je fais mes bagages et je pars, quoi. Et même si, tu vois, les parents, c'est pas la chose qu'ils veulent, mais c'est la chose qui est important pour toi. Voilà. Après, ça dépend, les gens réagissent différemment et je comprends des gens qui partent quand même ou qui restent avec un parent malade, mais je sais que moi, je pense pas que j'aurai cette force, en fait, de rester loin. C'est vrai que moi aussi, je suis partie à l'âge de 21 ans, comme Julie, et forcément, je vis plus la même vie qu'à l'époque de mon départ. Je suis partie sans vraiment savoir pourquoi ni pour combien de temps. Et oui, bien entendu, ma vision de la vie, du futur proche et même du moins proche a changé en 10 ans. Mais comme pour beaucoup de gens, je pense qu'en 10, 20, 30 ans, on évolue. Votre vie à vous, elle ressemble encore un peu à celle que vous avez quittée ? Et vos attentes, vos projets ? Mettons maintenant le cap à l'est, direction le Vietnam, à la rencontre de Marion. Vous vous souvenez peut-être de son histoire, puisqu'elle fut une de mes premières invitées de la saison 1. Elle avait tout plaqué, du jour au lendemain, pour faire un VIE en Chine, puis s'était installée à Ho Chi Minh Ville, au Vietnam. Elle avait repris un restaurant américain avec son mari, américain lui aussi. Et en fait, après toutes ces années loin de chez elle, la voilà qui prépare son retour. Alors la pandémie a clairement beaucoup accéléré ce qu'on avait un petit peu à l'arrière de notre tête. On savait qu'on n'allait pas faire notre vie au Vietnam, on savait qu'on ne passerait pas non plus notre vie probablement en Asie. Et on avait déjà parlé de s'installer à un moment donné, rentrer s'installer en France. On n'avait pas forcément de date en tête, voilà, on n'avait pas de plan précis en tête. Mais la pandémie, moi, ça m'a mis une grosse claque. Ça m'a beaucoup inquiétée au tout début. Enfin, faut quand même se remettre dans le contexte aussi. Maintenant, on vit ça comme une espèce de normalité. Mais à l'époque, on savait rien. On savait pas combien de temps on serait bloqué. Et moi, ça m'a fait très très peur de me dire, mais en fait, je suis loin de mes proches, de ma famille, de mes parents, de mes amis, de mon grand-père. Et si je dois rentrer demain, là, maintenant, je ne peux plus. Ça a beaucoup travaillé dans nos têtes. Et puis, on s'est dit, bon, allez, ça y est, de toute façon, on sait qu'à un moment donné, on veut rentrer en France. On va faire un plan. Donc, on a fait un plan, et le plan, c'est de vendre le restaurant et de s'installer, enfin, vendre le restaurant si on peut, et de donc rentrer, s'installer en France. Est-ce que tu peux m'expliquer, et si tu veux bien, tu vois, genre en quelques mots, comment est-ce que ça se fait que tu savais que tu ne ferais pas ta vie en Asie ? Alors moi, au départ, je suis partie... Il y a vraiment deux choses qui m'ont motivée dans mon départ en Asie, d'abord en Chine et ensuite au Vietnam. C'était l'aventure, clairement. C'était le fait de découvrir d'autres choses, de voir un petit peu comment ça se passait ailleurs. Et... les opportunités professionnelles. Donc vraiment, le cœur de ma démarche, c'était ça. C'est-à-dire qu'il fallait que ça m'apporte des opportunités professionnelles et que ce soit une aventure, que ce soit quelque chose d'excitant. Et tout simplement, ça fait 8 ans maintenant que je suis partie et maintenant, mon focus, mon attention, elle est plus sur le fait de développer ma carrière professionnelle. Ma dose d'aventure, en 8 ans, je l'ai eue. Donc c'est quelque chose c'est quelque chose qui est moins fort maintenant. Et voilà, en fait là maintenant on a, moi je suis partie, j'avais 26 ans, maintenant j'en ai 34. Et maintenant à 34 ans, j'ai plus envie que tout soit difficile à chaque fois que j'entreprends de faire quelque chose parce que je suis dans un pays où je connais pas les codes, où je suis pas à l'aise avec la langue, voilà, tout ça. Et puis on a envie avec Jack des grosses motivations, on a envie avec Jack de fonder une famille. Et en fait, pour moi, fonder une famille ici, loin de mes parents, je suis fille unique en plus, donc mes parents ils pourront pas se consoler avec d'autres enfants, quoi. Mais t'aurais pu... et je suis très contente pour toi que tu rentres en France. Je suis un peu jalouse, comme tu le sais, et je m'identifie beaucoup en fait dans ce que tu dis, tu vois, dire que t'es partie vachement jeune. On a quasiment le même âge, moi je viens d'avoir 36 ans. Et pareil, bon, alors moi j'ai un début de famille, j'ai un enfant, mais je me pose aussi beaucoup la question de... J'aimerais me rapprocher. Est-ce que tu penses, du coup, attention, je me lance dans des réflexions philosophiques, mais est-ce que tu penses, du coup, que si on rentre, c'est forcément pour la famille ? Enfin, tu vois, parce que finalement, avoir accès à une couverture sociale correcte, la santé, il y a plein d'endroits quand même dans le monde où tu pourrais le trouver, ça. Est-ce que tu penses que c'est la famille qui nous fait
in fine, quand même, qui nous rapproche de là où on a grandi, si on prend la décision de rentrer? Je sais pas si c'est toujours le cas. Je pense que c'est clairement, ça doit être une motivation, une des motivations principales, je pense, à tous les gens qui rentrent, en fait, quelque part. Et je pense que de manière générale, les gens qui s'installent très longtemps quelque part sont parce qu'ils ont des attaches familiales, que ce soit des attaches familiales qui se créent ou des attaches familiales qui existent. C'est-à-dire que tu vois, typiquement, nous, on rentre en France, mais on rentre pas là où moi je suis partie. Moi, initialement, je suis de Tourcoing, donc à côté de Lille. J'ai ma mère qui est là-bas, j'ai mes amis les plus proches qui sont là-bas, j'ai une partie de ma famille qui est là-bas. Et pourtant, on rentre pas là, on rentre, on s'installe, on va aller s'installer dans l'Indre, parce que mon père habite dans l'Indre. Donc je pense que, effectivement, avoir de la famille quelque part, c'est important, je pense, pour prendre racine. Maintenant, non, je pense tu trouveras toujours des exemples de gens pour qui c'est pas le cas, hein, et qui prennent racine pour d'autres, qui ont d'autres motivations. Mais effectivement, je pense que... Et puis d'autant plus, par les temps qui courent, en fait, tu te replies sur... Enfin, en tout cas, moi, je sais que c'est complètement ça. Hein. Tu te replies sur les choses qui t'apportent un sentiment de sécurité, en fait, sur des valeurs sûres. Et finalement, quand t'as un système familial sain et un bon système familial, il y a quoi de plus sûr que ta famille? Est-ce que tu aurais un conseil, tu vois, à donner, je sais pas, tu vois, genre un truc que tu t'es dit, un truc que tu as découvert, qui t'a peut-être aidé en fait à te mettre en mouvement? Parce que tu vois, avoir l'idée, j'ai l'impression que on est très nombreux à l'avoir l'idée, à se dire, tu sais quoi, j'aimerais bien rentrer. Mais à réussir en fait à se mettre en mouvement, à se mettre en action et à dire, voilà, on se met une deadline. Pour toi, c'est novembre 2021. Pour novembre 2021, on commence une nouvelle vie dans l'Indre. Est-ce que, je sais pas, t'as un conseil en fait pour réussir à passer à l'action? Ouais, en fait, nous, je peux te dire un petit peu comment ça s'est passé le processus, parce que effectivement, et c'est pour ça, je pense que c'était toujours un petit peu une idée dans l'air comme ça, mais qui s'est jamais concrétisée. Mm-hmm. C'est que, en fait, forcément, t'es dans ta vie à l'étranger, donc tu te bâtis une vie et donc des contraintes. Forcément, la vie, elle n'est pas faite que de liberté, forcément, il y a toujours des contraintes. Et en fait, on a très simplement listé toutes les contraintes qu'on avait ici, qui étaient beaucoup liées au restaurant, mais pas que. Et puis, en fait, on a mis des réponses, en fait, des solutions en face de nos contraintes. C'est-à-dire, en fait, on a imaginé tout ce qui nous retenait ici, tout ce qu'il faudrait changer pour pouvoir partir d'ici, et tout ce qu'il faudrait mettre en place pour pouvoir s'installer en France. Tout simplement, en fait. C'est-à-dire que c'était vraiment... je sais pas, ça paraît bête quand je dis comme ça, mais... Non, pas du tout. Mais c'est vraiment ça qui s'est passé, quoi. C'est-à-dire qu'on a listé tout ce qui nous retenait ici, tout ce qu'on devait mettre en œuvre pour partir d'ici, et tout ce qu'on devait mettre en œuvre pour pouvoir vivre en France. Parce qu'il y a des contraintes aussi au fait de rentrer en France. Il y a des solutions qu'il faut apporter. C'est-à-dire que moi... ici, notre principale source de revenus, c'est quand même le restaurant. Enfin, c'était le restaurant avant la pandémie. Ouais. Avant qu'on ferme pour cause de confinement. Mais notre principale source de revenus, c'était le restaurant. Cette source de revenus, on ne pouvait pas l'emmener en France. Donc, voilà. Quelle solution on apportait à ça? Du coup, la solution, ça a été que j'ai fait une formation en web développement pour apprendre à coder, pour devenir développeur web. Et là, en fait, je viens de trouver un boulot en remote en France, donc en télétravail, 100%. Et je travaille, ça y est, maintenant je suis salariée à temps plein. Donc en fait, on a ce revenu-là, plus le revenu de YesWePage. Donc la contrainte financière, elle est débarrassée, tu vois. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, pareil, pour la vente du resto, il y avait plein de choses à faire. C'est-à-dire que d'abord, on savait que comme notre bail arrivait à expiration au restaurant, on savait qu'on ne pouvait pas vendre un bail avec un restaurant avec un bail qui arrive à expiration. Il fallait qu'on renouvelle notre bail et qu'on ait un bail de 5 ans à amener dans la vente, en fait. Et notre bail était à expiration au mois de février dernier, donc on savait que de toute façon, il fallait d'abord qu'on renouvelle notre bail. Ça a été fait. Ensuite, comme on a déménagé, du coup, le restaurant, il fallait qu'on ait un restaurant qui soit redécoré, qui soit propre, qui soit bien, quoi. Donc ça, on l'a fait aussi. C'est bon, c'est fait. Et ensuite, on s'est occupé de la vente. Donc c'est plein de petites pierres en fait qu'on a posées pour un petit peu construire le chemin jusqu'à notre retour en France. Est-ce que le fait que Jake ait
un expat long terme. Tu dis ça fait 16 ans qu'il est parti. Est-ce que tu sens que vous avancez à la même vitesse dans vos projections dans l'avenir, sur le retour en France, sur justement ce plan de retour aussi, ou est-ce que tu sens qu'il y a certains décalages ? Non, alors pour le coup, on est hyper en phase, quoi. Sur le retour, on a vraiment les mêmes envies, on attend les mêmes choses de ce retour en France. Parce que c'est pas juste retourner en France pour retourner en France, hein. C'est vraiment un changement C'est vraiment un changement de priorité. C'est-à-dire que tout notre temps en Asie, notre priorité, ça a été de avancer professionnellement, de lancer des projets professionnels, des entreprises, des trucs. Donc ça, c'était super cool. Mais vraiment, le focus, ça va vraiment complètement changer quand on sera en France. Et là-dessus, on est complètement sur la même longueur d'onde. On veut plus que notre carrière professionnelle soit au centre de nos vies, en fait. Donc là-dessus, on est complètement en phase. Et puis sur le fait que... Jack, il est vraiment super excité à l'idée de s'installer en France. Mais vraiment, il est ultra motivé, quoi. Et il est motivé pas seulement par le fait que la France, c'est un pays différent et pour lui, ce sera quand même une nouvelle aventure. Mais aussi par tous ces projets, tous les projets qui sont attachés à ce retour en France. Il est chef dans la restauration, lui. Tout à fait. C'est pas un métier qui doit être facile tout court quand tu parles par rapport au projet famille, et d'autant plus en période de pandémie. C'est quoi du coup son futur proche à lui professionnellement ? En fait, quand on a ouvert le restaurant ici au Vietnam, c'était vraiment son rêve d'ouvrir son propre restaurant et gérer son propre restaurant. Donc il l'a fait. Donc voilà, il l'a fait, la case est cochée et maintenant il a pu voir tous les mauvais côtés au fait d'être restaurateur et d'avoir ton propre restaurant. C'est vraiment un métier qui est génial, mais qui est extrêmement difficile parce qu'il demande tellement de... Bon, tout le monde le dit, hein, mais c'est pas... Je balance pas les scoops, là, mais vraiment, c'est hyper difficile. Et effectivement, pour avoir une vie de famille, c'est juste impossible. C'est pas dans la vision qu'on a de la vie de famille qu'on va avoir. Donc, ouais, c'est pas l'équilibre que vous cherchez, quoi. Voilà. Alors, ce qu'il a développé pas mal ici, c'est... il a même commencé une petite société avec un copain à lui, où il vend de la charcuterie. Il vend de la charcuterie. Donc, en plus du restaurant. Donc, il fait du jambon fumé, il fait des saucisses, des trucs comme ça. Donc, ce qu'il voudrait, c'est développer ça pas mal en France. Donc, pour ça... Alors ça, c'est la blague aussi. C'est pour ça, il va falloir qu'il passe un CAP charcutier en France. Donc, on va s'amuser. Et puis, l'idée, c'est que à terme, il voudrait ouvrir un food truck. Donc, faire un petit peu ce qu'il fait là, ici, mais avec un mélange des cultures. Voilà, un mélange des cultures. Et puis, un food truck, parce qu'en fait, on se rend compte que ce qui est très lourd à gérer ici, c'est le loyer, qui est quelque chose qui est extrêmement lourd dans les dépenses, dans les charges d'un restaurant. Et du coup, tout le personnel qui est associé au fait d'avoir un restaurant, en fait. Parce que si t'as un restaurant, il te faut une femme de ménage, il te faut des serveuses, il te faut du personnel en cuisine. Si t'as un food truck, c'est tout petit, t'as pas besoin de serveuse dans un food truck. T'as besoin de loyer dans un food truck, tu vois, t'es beaucoup plus indépendant. Et c'est ça aussi, c'est-à-dire que c'est se détacher vraiment le plus possible des charges liées au restaurant ou d'un maximum de charges, parce que tu peux pas te détacher de tout, mais d'une grosse partie. Donc en gros, Marion aussi, sa vie elle a changé, ses envies ont évolué, ses projets également. En fait, j'ai l'impression que leur vie fait face à un changement total de priorité. Quelle est la leçon qu'elle aimerait bien nous transmettre, à nous qui nous posons encore la question ? Enfin ouais, j'insisterais juste peut-être sur le truc, c'est que quand tu veux rentrer, il y a des solutions, quoi. Tu vois, mais je sais qu'au début, a priori, ça paraît toujours plus compliqué de rentrer que de partir. Ce qui est fou quand même. Mais en même temps, je comprends, parce que... Enfin non, je comprends pas, en fait. Non, mais en fait, quand tu le dis comme ça paraît incroyable, oui. En fait. Parce que je veux dire, partir de ce que tu as toujours tout connu, si tu mets ça juste sur le papier, ça paraît être une bien plus grosse entreprise que de rentrer dans un pays dont tu connais quand même pas mal de rouages, même si tu l'as quitté il y a 15 ans. Tu connais la langue, tu connais la mentalité, tu connais un peu la culture. Ouais, c'est vrai. Je pense que peut-être que ça nous renvoie, tu sais, au fait que... Parce que quand tu pars, je pense que tu as toujours des motivations aussi pour partir. C'est-à-dire que tu vois très clairement pourquoi tu pars et finalement ce que tu espères trouver à l'étranger. Donc finalement, je pense que peut-être que c'est plus dur de rentrer parce que justement,
t'as une vision moins fantasmée de quand tu pars dans un pays que tu connais pas en fait. Et que fait-on de celles et ceux qui pensaient partir à l'aventure, à l'étranger, qui pensaient avoir passé les plus gros défis, les moments les plus difficiles, qui commençaient à s'intégrer et enfin à se projeter, mais que le Covid est venu déranger? C'est l'histoire de cet expatrié du sud des États-Unis qui a préféré rester anonyme. Je suis expatriée aux États-Unis depuis un peu plus de 2 ans. On est arrivé ici suite au travail de mon mari, qui a eu une proposition via son entreprise pour venir ici. J'ai fait une année d'Erasmus à l'étranger. On aimait ça, mais on s'est dit qu'on partirait, mais sinon on était quand même très attachés à d'où on venait, en France, nos proches, nos familles, etc. Donc bon, on a fait le grand saut. J'étais jamais allée, moi, à l'endroit où on a débarqué. Lui était allé déjà un peu en déplacement pour le travail, mais il est parti en repérage, il a trouvé un appart. Et vraiment, départ, ça impressionnait un peu les gens autour de nous. Départ facile à l'aventure. On est parti sur un visa de 3 ans lié à une mission de 3 ans, mais c'est un visa L, donc potentiellement renouvelable jusqu'à 5 ans. On est arrivé, alors on a eu un petit coup de mou au début, de se dire waouh, on n'a pas de copains, pas de proches. Ça a été assez long au début de par lui, son travail, et moi, le fait que je pouvais pas travailler au départ, de tisser des liens. On est dans une autre zone assez rurale, avec vraiment aucune communauté internationale. Donc les premiers mois n'ont pas été évidents en termes de vie sociale, mais on a ensuite très vite eu de la famille qui est venue nous voir. Ma mère, sa mère, ses parents, des frères et sœurs, des amis. Toute la première année, vraiment, il n'y a pas eu... on a pu pas mal voyager aussi. Et vraiment, toute la première année, il n'y a presque pas eu de temps où on s'est dit « Waouh, on s'ennuie, qu'est-ce qu'on fait ici ?» On a pu rentrer très tôt en France parce qu'on avait un mariage, et au bout de 6 mois, ça a été l'occasion de rentrer à ce moment-là. Donc vraiment, jusqu'à... les 12 premiers mois, on n'a vraiment pas eu le temps de se dire, on n'a pas ressenti aucun manque, on va dire, affectif, familial. On se disait juste, bon, sur place, on n'arrive pas à trop se faire de vie sociale, mais on compensait avec les visites. Et c'est vraiment en janvier, février, où là, trop content, on a commencé à passer l'étape d'après avec des connaissances américaines. On a entre-temps rencontré un couple de Français ici aussi, avec qui on s'entendait bien. Et là, le Covid est arrivé. Ça nous amène en mars, du coup, donc ça faisait 1 an qu'on était là, ça nous amène en mars 2020, et le Covid arrive, et bon, au départ, on était plutôt surpris par la situation, sachant qu'aux US, sud des États-Unis, je pense qu'on n'a pas été du tout impacté de la même façon que le reste du pays. Tout a fermé 1 mois au plus. Au bout d'avril, les choses réouvraient déjà. Le port du masque, c'était coup-ci, coup-ça. Enfin, ah, c'est dingue, en fait, on a 1 an de décalage, quoi. Ouais. Nous, on a réouvert en avril 2021. Je pense qu'on a vraiment 1 an de décalage, et c'est vrai que au quotidien, on a pas mal vécu la situation, parce que dès avril-mai, on pouvait retourner. Avril-mai 2020, on pouvait remanger en terrasse. Les magasins étaient quand même, la majorité des magasins étaient quand même ouverts en portant le masque, avec du social distancing, etc. Là-dessus, ça allait, mais c'est cette, tu le sais bien, c'est ce travel ban qui s'est installé. On s'est dit, bon, le printemps, c'est pas grave, on rentrera en France en septembre. Septembre, ça s'est pas fait. Et moi, en parallèle, du coup, j'ai commencé j'ai reçu mon autorisation de travail, j'ai commencé à trouver du boulot, j'ai enfin trouvé un travail. Un super coup du destin, quelque chose qui correspond à exactement mon profil et ce que je cherchais. Donc, j'ai trouvé ce boulot. Bon, j'y suis toujours et ça se passe bien. Et arrivé, du coup, à la fin de l'été, on s'est dit, bon, on savait que au mois de janvier, il allait falloir qu'on décide si oui ou non. Donc 1 an avant la fin de nos visas, il allait falloir que oui ou non on se prononce sur est-ce qu'on prolonge plutôt que plus que le visa, est-ce qu'on prolonge la mission en fait. Donc on a commencé à réfléchir à ça, et on s'est dit ouais, une fois que le Covid est fini, notre première année c'était super, on a envie d'explorer encore bien plus du pays, on n'a pas fini, on a commencé à réussir à s'intégrer, les gens vont venir nous voir, moi j'ai trouvé ce super boulot, ça se goupille hyper bien, et sans se dire, alors c'est ce qu'on disait au départ, on a dit à nos proches,
On part 3 ans, on revient, ne vous inquiétez pas. Et c'est vrai que sans se dire on s'installe ici, pas de souci, je pense qu'on a toujours en tête qu'on rentrerait en France à un moment ou un autre. On a commencé à se dire, c'est vrai que ça se passe plutôt pas mal, pourquoi pas faire 1 an de plus, voire 2, déménager, s'installer un petit peu mieux, parce que là on a un appartement, pourquoi pas se trouver une maison, etc. quoi. Donc du coup, malgré la pandémie, vous faites quand même pas mal de projets, vous vous projetez quand même. Ouais, on se raccroche au fait que, dans 2 mois, ce sera fini, quoi. C'est un peu ça. Parce que l'ambiance locale, en fait, aussi ouais, exactement. Quoi. L'ambiance locale nous dit, et je pense que ça nous a un peu aidé à ne pas en avoir peur. C'est-à-dire que dès juin 2020, on prenait l'avion pour partir en vacances dans un autre État où les réglementations étaient à peu près les mêmes que les nôtres, donc qui acceptaient des gens qui venaient d'où on était. Bref, et du coup, c'est vrai qu'on s'est dit, nous, aux US, on vit notre vie, on arrive quand même à voyager. Ce qui manque juste, c'est le retour, le lien avec l'Europe, quoi. On misait quand même sur Noël. On se disait, Noël, ce sera bon, c'est pas possible, ils vont rouvrir. On commençait à réfléchir. Et c'est vrai que dans les plans, tout partait plutôt vers non, on va rester, quoi, ça va réouvrir, on va se trouver une maison, on va se faire 1 an de plus au moins, voire plus, on verra. Et bref, à Noël, ça s'arrangeait toujours pas. On a réussi à rentrer à Noël, finalement, grâce à les fameux NIE. Et en fait, en rentrant à Noël, ce qui s'est passé, on s'est dit, mais je pense qu'on n'avait pas vu nos proches depuis 1 an et demi, du coup. On n'avait vu personne depuis 1 an et demi, et tous les deux, alors qu'on n'était pas tous les deux sur le même point de vue, sur le fait de rester plus longtemps, s'installer ou pas, il était un peu plus chaud que moi. On a vraiment eu un déclic tous les deux de, en fait, la vie, oui, c'est cool l'expérience qu'on vit, mais si c'est amené à durer, si c'est amené à se reproduire, et même si le quotidien fait que... avec peut-être l'arrivée d'enfants ou une demande. J'écoutais ton épisode tout à l'heure, un des derniers, une demande de green card qui peut faire que tu es bloqué sur ton territoire 2 ans. On s'est dit, la vie, en fait, pour nous, la vie, c'est pas ça. Et pour nous, c'est pas ce qui compte. Oui, on voyage, oui, on fait plein de trucs, c'est chouette, l'expérience, c'est sympa, mais on s'est rendu compte que c'était plus le principal et ne pas voir nos proches, donc ça déjà c'est dur un petit peu. Tu sais que voilà, les gens vieillissent, la pêche ils l'auront pas éternellement. Même ici, je me dis, si on s'installe, qu'on commence à avoir des enfants, on n'a personne. Mon mari, son métier ici consiste à beaucoup de déplacements, le mien aussi. On l'aime bien tous les deux, notre boulot, et en gros, concrètement, en vivant là, en plein milieu de nulle part, où votre lifestyle est pas compatible en fait encore avec la vie de famille, quoi, actuellement. Et du coup, on n'aurait vraiment personne sur qui s'appuyer, de proches, de famille, d'amis proches à qui on pourrait demander de l'aide, confier quelqu'un, enfin bref. Donc l'étincelle en fait de cette réflexion, ça a été ce retour en France, alors que vous pensiez en janvier à votre retour dire ok, on renouvelle pour encore 2 ans. En fait, la distance c'est beaucoup plus matérialisé avec en fait cette pandémie, avec cette isolation, enfin cet isolement. Et là, ce qui est rigolo aussi, c'est que je pense qu'on était un peu dans notre monde pendant le Covid, pendant la première phase du Covid. En gros, les 1 an et demi qui nous ont séparés de nos proches avant qu'on puisse rentrer à Noël m'ont paru beaucoup plus supportables que les 5 mois qui viennent se passer depuis qu'on est rentré à Noël, en fait. 2 semaines avant qu'on rentre à Noël, je sais pas si c'était parce que c'était vraiment incertain, je me disais je suis contente qu'on rentre, ça va être super, mais je sentais pas vraiment le manque des gens. Alors que là, j'ai vraiment le retour en janvier, ça a été vraiment dur moralement. Et puis là, le fait de voir que ce travel ban est toujours là, c'est vraiment dur moralement, ouais. Alors je sais pas si c'est ce qui m'aide à tenir ou du coup si c'est ce qui fait que c'est encore plus dur, mais le fait que maintenant on sait, ça aide. Je sais pas si ça aide à tenir ou si ça fait que le temps passe encore moins vite. Je sais rien. Cette situation fait écho à un truc que tu as vécu quand tu étais plus jeune. Donc je suis à moitié française et à moitié italienne. Ma maman est française et mon papa était italien. Ils se sont séparés, il est retourné vivre en Italie. Donc à 8 heures de route de chez nous. Et en gros, il est décédé quand j'avais 18 ans. Bref, ça a été ultra subite du jour au lendemain. Je sais pas si c'est sûrement à cause de ça. Du coup, forcément, le temps de s'organiser, de partir, etc., de faire quoi qu'il arrive. On est arrivé là-bas 3 jours après et c'était juste pour l'enterrement. Enfin bref. Et donc, je sais pas si c'est à cause de ça, mais du coup, j'ai toujours eu
peur qu'il arrive des choses aux gens. Je vois quand je suis partie en Erasmus 1 an, donc j'avais 22 ans, mes grands-parents étaient en pleine forme, mais j'avais peur qu'il arrive quelque chose à mes grands-parents. C'était mon angoisse d'être loin. J'étais très proche de mes grands-parents. Mon angoisse, c'était d'être loin, alors que c'était pas si loin, hein. C'était en Suède, hein, donc on rentrait assez facilement. Et mon angoisse, c'était qu'il arrive quelque chose à mes grands-parents, alors que je sois à l'étranger, ce qui était pas très loin. Et c'est vrai que là, en partant aux US, c'était quand même quelque chose dans le coin de ma tête. Si il arrivait quelque chose à ma maman pendant qu'on y est, et du coup, forcément, je me disais bon, au pire, tu sautes dans un avion, tu y es rapidement, et forcément, avec le Covid, tu te dis au final, sauter dans un avion, c'est pas si facile que ça, quoi. En fait, c'est la perte de contrôle, au fait, aussi, là-dessus, quoi. C'est, comme tu dis, t'étais peut-être en Suède, c'était peut-être pas très loin, mais tu peux pas forcément sauter dans une voiture, et t'es dépendant d'autres choses, en fait, pour te rapprocher des autres, et c'est pas évident. Est-ce que tu penses qu'il y a, je sais pas, un truc un conseil en fait que tu pourrais donner à des gens qui se posent justement ces questions, qui ont peut-être eu une épiphanie comme toi, de se dire en fait nous on veut rentrer, mais qui arrivent peut-être pas forcément à passer à l'action? Il y a un moment, je voyais un peu, c'est peut-être les réseaux sociaux qui font ça. Je trouve qu'il y a une super communauté. J'étais pas trop sur Instagram avant, et c'est grâce à l'expat où j'ai vu qu'il y avait des gens, et j'ai trouvé qu'il y avait une super communauté Instagram là-dessus. Et je trouve qu'il y a un petit peu alors après, c'est moi aussi qui me monte la tête. Pendant un moment, j'ai vu que quand j'ai commencé à me poser des questions, et quand on a eu ce switch, je me suis dit mais est-ce que c'est pas un échec en fait de rentrer? Est-ce que on baisse pas les bras, quoi? Et après, au final, je me suis dit non, mais on était parti pour 3 ans et départ, on va faire 3 ans, on a profité. Il n'y a pas de négatif dans ce qu'on a vécu, et si c'est ce qu'on a envie, faisons. Si c'est ce qu'on a envie à l'instant T, faisons ce qu'on a envie à l'instant T, et si on a envie de repartir, on repartira, quoi. Alors finalement, y a-t-il vraiment une raison plus légitime qu'une autre pour rentrer? Je pense pas. J'ai contacté Marine Michelet, qui est une expatriée qui vit dans un bus d'école. Vous savez, ces beaux bus jaunes, les school bus, et qui parcourt les États-Unis. Elle est elle-même coach de vie pour les expats. Je suis coach de vie et j'accompagne les personnes à retrouver du sens justement dans leur vie. Donc un alignement entre la vie professionnelle et personnelle, mais aussi du sens dans leur travail. Donc passer à l'action pour justement ne plus se sentir en train de stagner, retrouver sa liberté, son indépendance. Et je vous parle aujourd'hui donc des États-Unis et plus précisément du Colorado. Une des questions qu'on cherche à aborder dans cette série, c'est cet état de questionnement lancinant, permanent chez quelques-uns, de savoir est-ce que je reste, est-ce que je rentre, est-ce que je suis chez moi, est-ce que je suis chez quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est quelque chose que tu abordes avec tes coachés? Je trouve que ta question justement sur cette réflexion sur où est-ce qu'on est, où est-ce que c'est chez nous, comment on se sent justement à l'étranger, ou aussi bien ensuite quand on retourne dans son pays, est très pertinente, parce que bien évidemment dans mon coaching c'est quelque chose que j'aborde souvent, de comment se sentir bien où on est, surtout quand on est sorti de son écosystème, de sa zone de confort, en fait, avec sa famille, ses amis, nos habitudes, les choses qu'on connaît, notre culture finalement, comment on se réadapte, comment on se sent chez soi à l'étranger. Et puis ensuite, il y a la question de quand on passe beaucoup de temps à l'étranger, quand on revient en France, comment on reconnecte avec notre culture, comment on se sent encore français, ou du moins comment on se sent encore chez soi finalement, retour au pays. Donc voilà, c'est vraiment des problématiques, des questionnements. C'est vraiment une courbe en fait qui se passe, bien évidemment, avant de partir, d'excitement, ensuite sur place la découverte, et puis après le manque, et puis après d'autres projets, et puis des fois le projet de rentrer en France. Donc voilà, c'est un travail en fait à faire en fonction de où est-ce qu'on en est, de nos réflexions. Mais la conclusion, si je peux t'en apporter une, c'est souvent que en fait il faut que ton chez-toi ce soit vraiment au fond de toi, parce que comme ça tu peux l'emmener partout avec toi. Comment est-ce qu'on explique cette énorme inertie en fait? Parce que j'ai l'impression que ce questionnement touche tout le monde, mais que assez peu en fait arrivent à passer à l'action ou à être en paix avec sa décision, c'est-à-dire de se dire ok non en fait moi je vais rester ici et c'est ici ma vie. Aux États-Unis par exemple, c'est de là où on se parle toutes les deux, ou non en fait nous on va rentrer. J'ai l'impression en fait que cet entre-deux concerne énormément de gens. Est-ce que tu l'as observé aussi, ou est-ce que c'est juste moi qui me fait des films? Non, effectivement, je pense que tu as bien senti les choses. C'est vraiment une problématique entre guillemets, ou du moins un sujet qui est très courant chez les expatriés, parce que même en fait si tu te sens appartenir à une
une culture ou une autre qui est la tienne ou une autre, finalement, tu vois, un Français à l'étranger sera toujours vu comme un étranger. Donc même si ça fait 20 ans que tu habites, 20 ans que tu as tes habitudes, créer ton écosystème, avoir des nouveaux amis, il y a toujours cette différence en fait qui est présente dans les yeux des autres et du coup dans les tiens. Et puis en fait cet alignement, souvent aussi quand on est à l'étranger, on est parti avec son mari ou sa femme qui a eu une opportunité. Donc toujours cet équilibre aussi à trouver en fait avec toi-même, mais avec ton couple et puis ensuite ton environnement. Donc ça rajoute bien évidemment plusieurs difficultés. Et puis je me permets de rajouter, dû au contexte, bien évidemment ça fait un rappel à chacun de nous de où est-ce qu'on veut être lorsqu'on est dans une pandémie. Est-ce qu'on veut être près de sa famille? Est-ce qu'on veut être près des amis? Où est-ce qu'on serait le mieux et plus utile et plus en sécurité? Donc voilà, il y a aussi beaucoup de questions autour de ça dû au contexte. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est dû à cette différence de culture aussi, différence de perception et de vision de l'amitié, par exemple aux États-Unis ou dans d'autres pays, où parfois en fait on crée des liens forts, ou du moins on a cette sensation, qui ne sont pas si forts que ça. Donc voilà, c'est l'importance de quand on vit quelque part, c'est aussi avoir une sorte d'impact. Et en fait, des fois, ça peut faire peur de faire le bilan et de se dire, mais en fait, avec qui je suis proche ici. Si je pars, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, ça rappelle aussi à beaucoup de pères lors de ces prises de décision, lors de ces réflexions. Chaque critère, chaque sensation d'appartenance à un lieu, à un pays, une culture, un univers, c'est vraiment propre à chacun. Donc c'est vraiment aussi un gros travail que je fais dans le coaching, c'est de comprendre par rapport à chaque personne, qu'est-ce qui fait qu'elle se sente chez elle. Est-ce que c'est avoir des amis, des activités, d'avoir des habitudes? C'est un paysage, c'est des odeurs, voilà. Donc c'est aussi un travail à faire que chacun en fait redéfinisse pour lui de quoi il a besoin pour se sentir chez soi. Est-ce que tu observes en fait ces questionnements lancinants aussi bien chez des gens qui sont peut-être partis seuls ou qui sont en couple avec un autre Français, quelqu'un qui partage leur culture, que chez des couples biculturels par exemple? Effectivement, ça peut rajouter de la complexité ou plutôt une grande force de communication, de savoir qui veut aller où. Voilà, il y en a un qui est un peu plus dans sa zone de confort parce qu'il est auprès de sa famille, il connaît la culture, etc. Mais l'autre peut tout aussi se sentir épanoui parce que c'est quelque chose de nouveau et d'intéressant et ça attire la curiosité. Donc voilà, c'est vraiment propre à chacun, je dirais. Bien évidemment, c'est des grandes discussions, un gros travail aussi sur la relation, qui veut quoi, comment exprimer ses besoins, quel compromis en fait il souhaite faire dans cette relation. Mais voilà, ça donne des belles aventures d'amour et des belles aventures d'expatriation, ça c'est sûr. De ce que je comprends, j'ai l'impression qu'en fait on peut tous passer par ces moments de questionnement. Je crois que personne n'y est vraiment immunisé. Mais par vague, on peut vivre un mal-être peut-être encore plus important que par moment. Est-ce que tu as des conseils justement à donner à ces personnes qui sont en questionnement, qui sont en indécision, mais du coup, chez qui ça génère un grand mal-être? Voilà, si je peux apporter des conseils justement pour toutes ces personnes qui se reposent ces questions, quoi faire, etc. Bien évidemment, il y a plusieurs étapes. Il y a toi par rapport à toi, il y a toi dans ton couple, dans ton écosystème, ta famille, et toi par rapport au pays, où est-ce que tu te sens bien. Donc, dans un premier temps, vraiment, en fait, se reconcentrer sur soi, sur comprendre c'est quoi tes besoins, qu'est-ce qui te manque vraiment, et quelles solutions, en fait, tu peux mettre en place aujourd'hui pour essayer d'atténuer, entre guillemets, ces questionnements ou ce mal-être. En fait, un peu être en période de test, en se disant, hypothèse, bon, peut-être, je suis pas bien pour cette raison-là. Bon, je vais mettre ça en place. Ça marche pas. Bon, peut-être une autre hypothèse, alors. Et comprendre, en fait, et affiner à fur et à mesure si le problème, c'est, tes amis te manquent, ta famille, si c'est rentrer 2-3 mois en France et repartir ensuite. Si c'est en fait ton travail aux États-Unis, il faudrait juste changer de travail. Enfin, tu vois, à quel niveau en fait se situe vraiment ce mal-être? Si c'est, comme je te disais, toi ou plutôt l'aspect extérieur, faire des hypothèses, mettre en place un plan d'action, tester en fait, être dans l'action. En fait, ça aide aussi, tu vois, à sortir de ce mal-être. S'entourer en fait aussi de personnes qui te connaissent bien, qui peuvent te conseiller, qui peuvent te dire leur point de vue. Mais en fait, surtout toi, tes besoins et tes critères. Tes critères, en fait, qui te permettent, où tu sais, tu te sens en sécurité, tu te sens chez toi, même si t'es à l'étranger, entre guillemets, mais tu te sens chez toi avec toi et ta famille, même si elle est loin. Donc voilà, comprendre un peu ce dont tu as besoin maintenant. Ça, je dirais, c'est vraiment un conseil qui est vraiment la base. La base pour justement ensuite prendre des actions logiques et saines, en fait, pour que ça se passe mieux ensuite dans l'expatriation de chacun.
Ce qui est important aussi dans l'expatriation, c'est que souvent c'est quelque chose d'assez naturel. Comme je disais, c'est même les gens des fois ils s'en veulent de vouloir voyager, ils se diraient que ce serait plus simple s'ils pouvaient rester en France par exemple, mais des fois c'est plus fort que nous. Garder en tête toujours de pourquoi on fait, pourquoi on a voulu voyager, pourquoi on a voulu déménager si loin et pourquoi on a envie de revenir, et de bien sûr calmer un peu cet auto-jugement que beaucoup de mes coachés ont, de se dire en fait c'est un échec si je veux rentrer. Alors que si c'est quelque chose qu'ils ressentent, il n'y a aucun problème de le faire. Quand on discutait, tu sais, l'expatriation, on peut dire aussi que c'est à double tranchant. Parce que, comme je disais tout au début, il y a cette courbe d'attente, après tu arrives dans le pays, t'explores, enfin c'est la folie. Et là, par exemple, si je peux reprendre un exemple par rapport au Covid, en fait, il y a cette sensation de « Oh punaise, est-ce qu'il faut pas que je rentre en France, être près de ma famille ?» Et puis aussi... quand les frontières se réouvrent, quand le pays se réouvre, cette sensation où tu as tous tes amis français qui se revoient et toi tu te sens seul finalement aux États-Unis, loin de tout le monde. Donc voilà, c'est un peu cette sensation de double tranchant entre je suis trop heureux de temps en temps et c'est vraiment chouette, mais des fois aussi ce manque qui peut se faire sentir et qui est accentué par le contexte. Une multitude de bons conseils, merci beaucoup à Marine, coach de vie auprès des Français du monde entier. Quelques morceaux m'ont particulièrement marqué, mon pourquoi m'est propre et légitime. Tout d'abord, pourquoi est-ce que j'ai quitté la France ? Pourquoi est-ce que je veux rentrer ? Il est important et urgent de verbaliser ces raisons pour prendre conscience des changements que je vis. Alors au final, on fait quoi ? J'ai encore un peu de mal à vous dire exactement ce qui va se passer pour moi et ma famille. Cette série m'a clairement fait avancer et je suis très reconnaissante envers chacun et chacune de mes interlocutrices. Je crois qu'une chose qui m'a particulièrement frappée, c'est que le besoin vital de rentrer a été apaisé par des vacances en France. J'ai pris conscience que je veux vraiment rentrer en France, mais que mon aventure américaine ou à l'étranger en général n'est pas forcément complètement finie. Enfin, étant moi-même maman d'un petit franco-américain, mariée à un américain et américaine aussi, en toute honnêteté, il me semble assez évident que mon aventure américaine ne se finira jamais en fait. Cependant, je crois que j'ai envie d'une nouvelle aventure, d'un nouveau départ, de voir autre chose et pas seulement en vacances. Je réalise que mon rapport à mon identité n'est pas aussi linéaire que je le pensais. J'ai passé ma vie à bouger en fait, à déménager. J'ai déménagé plus de 20 fois dans ma vie, et très souvent en famille. Depuis que je vis aux États-Unis, j'ai pourtant déménagé que 2 fois, en 12 ans. Est-ce que finalement, mon manque d'aventure n'est pas aussi associé à ma vie d'avant ? Celle de France, celle où on pliait bagages régulièrement. Mais aussi celle où j'étais enfant, où je n'avais pas à me poser tout un tas de questions pour la suite sur les raisons de notre mobilité ou encore sur la permanence de nos décisions. Non, j'étais enfant, ça m'allait bien, je suivais. Pas de charge mentale, pas le poids d'avoir à vivre avec mes décisions, just enjoy the ride, comme diraient mes amis américains. Outre le choc culturel inversé et toutes les difficultés dont on a parlé relatives au retour, je crois qu'en fait c'est la permanence des décisions qui m'immobilise encore un peu. Pourquoi est-ce que je devrais choisir finalement ? Ma famille est à cheval, sur 2 continents. Et pourquoi pas ma vie aussi ? Alors à la question « Should I stay or should I go ?», je vais rester for now.